par exemple, rendez-vous avec un ministre fédéral qui peut être néerlandophone, qui parfois parle français, parfois pas. On se retrouve parfois à devoir parler anglais dans certaines conversations, dans certaines discussions, parce que certaines personnes qui parlent français ne parlent pas néerlandais, et inversement. Pousse ta tête dans le champ. Donc ça, c'est juste une présentation de mon SBL. Après, on parle un peu de la situation des personnes LGBTI en Belgique. C'est assez compliqué d'en parler, évidemment. Je ne vais pas vous dire maintenant que je ne sais pas comment le faire, mais il y a plusieurs choses. Premièrement, quand on parle de personnes LGBTI, on parle de personnes L, de personnes G, de personnes B, de personnes T, de personnes I maintenant. J'ai vu que LGBT+, 66 a ajouté plus, on a ajouté I qui est important, parce que c'est vraiment le prochain grand combat au niveau législatif qu'on va mener. Mais donc parler aujourd'hui de vécus extrêmement différents est très compliqué. Le vécu d'une personne inter, d'une personne lesbienne n'est pas la même que d'un non-gay par exemple. Mais globalement, sans spécialement toucher des fleurs, je pense qu'on peut dire que en Belgique, les choses ont avancé. Au niveau législatif, je pense que j'y reviendrai tout à l'heure. J'espère pouvoir y revenir tout à l'heure, mais au niveau législatif, il y a beaucoup d'avancées depuis quand même de nombreuses années. On a été aussi, bon, je vais faire un peu de chauvinisme maintenant, mais il y a Europe chaque année aussi un classement des pays européens les plus avancés en matière LGBT. On a été placé numéro 2 l'année dernière, ce qui est tout relatif parce que ça a été quelque chose qui a été défendu par les politiques, tout le monde s'en est rendu, etc. Évidemment, on est content. Maintenant, si on regarde un peu derrière quelles étaient les intentions et les raisons pour lesquelles on a été numéro 2, c'est beaucoup plus complexe. Donc globalement, je disais, les législations a bien avancé. Au niveau de la société, ça va, il y a encore énormément de progrès qui peuvent être faits. Et c'est vraiment là-dessus que je vais mettre l'accent, c'est on est maintenant face à des pouvoirs publics, des pouvoirs politiques qui vont dire bon, le mariage est passé, l'adoption est passée, la PMA est autorisée, la GPA n'est ni autorisée ni interdite, mais pratiquée en Belgique depuis des années. Et donc finalement, il n'y a pas tant de problèmes que ça. Finalement, tout a été fait. Et nous, on va vraiment lutter pour maintenant réussir à avoir des suivis, monter des projets, sensibiliser les gens. Et on voit que les lois ont évolué. Mais par contre, que la société a toujours du mal à évoluer sur certaines questions. Et ça, c'est vraiment un combat qui est beaucoup moins visible, évidemment, qu'une loi qui va être votée ou qu'un ministre qui va faire une grande déclaration à la télé. C'est vraiment un travail de fond, de terrain, qui prend beaucoup de temps, qui demande beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent. Et donc, nous, c'est vraiment ça aujourd'hui notre combat quotidien. Évidemment, au niveau législatif, il y a toujours des choses qu'on pourra améliorer. Maintenant, vraiment sur le terrain, tous les jours, faire évoluer les mentalités, ça c'est vraiment ce qu'on pense pas pour le moment. Je pense que j'ai fini pour le moment. Bonjour à tous, je voudrais également remercier toutes les associations qui ont permis la création de cet événement. Nous sommes ici donc pour parler de la thématique des personnes LGBTI ici et en Europe. On a déjà vu avec l'intervention précédente que les droits des personnes LGBTI n'est pas forcément égal partout en Europe. Il reste encore des législations différentes, même si on fait partie de l'Union européenne. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir trois intervenants d'Espagne, de Belgique et de Pologne pour nous dire un peu ce que c'est d'être une personne LGBTI dans leur pays et à quels droits sont accessibles. Donc, je vais tout de suite passer la parole à Marek Scholz, qui est élu au conseil municipal de Varsovie. En Pologne, il y a bien sûr les droits des personnes LGBTI qui sont garantis par la Convention européenne des droits de l'homme, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Mais dans la pratique, ce n'est pas forcément évident, notamment en Pologne. Donc, vous avez eu une initiative à Varsovie qui s'appelle la Déclaration pour la communauté LGBTI+. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Merci Laurent. Je suis vraiment ravi d'être ici. Désolé, mon français est un désastre, alors si vous voulez comprendre quelque chose, ça va. Alors, je voudrais commencer par souligner qu'on a déjà
n'y a pas d'égalité de mariage, ni les taxes ou quelques solutions équivalentes. Pas de la protection contre la crime de laine, contre, par exemple, les pseudo-thérapies qui ont pour leur but de changer l'orientation sexuelle, qui est dans le terme d'individu, se pratiquer en Pologne, malheureusement. La loi qui avait lui donné le cadre juridique pour les personnes transsexuelles a été jetée à la poubelle par le président de Pologne. Alors maintenant, la situation du point de vue juridique est vraiment ancienne par présenter ce problème. Les problèmes maintenant, c'est que pas seulement la situation juridique qui est en train de se détériorer. Je vous préparais quelques citations qui ont été produites en avril. Citation numéro 1. Pologne sera un territoire nettoyé de LGBT. Citation numéro 2. On doit éliminer tous qui ne sont pas dignes d'être une partie de notre communauté nationale. Et citation numéro 3. Dans l'Ouest, il y a des choses encore pires. Les nécrophiles, les pédophiles, les zoophiles, les LGBT et les autres pervers qui sont partout. Madame et messieurs, ce ne sont pas des citations de trolls anonymes sur Internet. C'est pas l'Internet, c'est pas l'anonyme. Citation numéro 1, c'est le membre du Parlement polonais dans les médias. Citation numéro 2, c'est un membre du Sénat polonais, encore pendant une rencontre électorale, pendant les élections européennes. Citation numéro 3, nombre 3, c'est encore une citation d'un membre qui est un membre de Parlement régional dans une région de Pologne. Alors, maintenant, on se trouve dans une situation où les personnes LGBT sont vraiment une cible dans une campagne de l'aide, dans une campagne je pense, sont en train d'être utilisés comme une communauté qui, pourquoi il est différent, va être, je ne sais pas, éliminé, discriminé, justement pour que le gouvernement de droite polonais pense que ça va être profitable pour eux, profitable pendant leur campagne électorale. Et c'est vraiment terrible, car moi, comme le seul allié qui est maintenant dans le conseil de Varsovie, je vois les choses comme ça. Je suis un homme politique, je suis bien accoutumé à être attaqué. Mais le problème, c'est que les personnes LGBT en Pologne, il y a probablement 10 millions de personnes LGBT en Pologne, sont décrites dans cette manière, sont victimes de crimes, sont victimes de tous dont je présentais. Alors, c'est qu'on doit faire en Pologne, c'est vraiment lutter contre la discrimination, lutter contre l'intolérance. Et on utilise, on le fait dans le niveau de compétence, alors au niveau local. À Varsovie maintenant, car notre maire de Varsovie est une personne très progressive. Maire Trzaskowski est vraiment un allié de la communauté LGBT. On a signé la déclaration pour la communauté LGBT+. Et le but de cette déclaration est de renforcer les droits de la communauté et des personnes LGBT+, en utilisant toutes les outils qui sont disponibles pour le gouvernement local au niveau municipal
d'avis, car selon moi, c'est absolument impossible pour le gouvernement de droite qui est maintenant au pouvoir de respecter les personnes LGBT et de renforcer le régime légal de protection. Et notre déclaration est vraiment importante. C'est le premier document en Pologne. C'est presque la première fois où un représentant de ville a décidé de déclarer un catalogue d'actions que nous allons prendre pendant cette année, l'année qui vient, pour améliorer la situation des personnes LGBT à Varsovie. Il y a un catalogue des actions qu'on va prendre. Je ne sais pas si c'est le moment d'écrire un peu. Ah oui, alors oui, la déclaration est très importante. On va probablement faire un peu plus sur la déclaration. Oui, on essaie de faire le plus rapidement possible pour qu'ensuite il y ait assez de temps pour les questions-réponses avec la salle. Et donc si on se dirige maintenant plus vers l'Espagne, on voit que vous avez un dispositif d'accueil, notamment juridique, envers les personnes LGBTI. Donc beaucoup plus d'accueil et de soutien par rapport à ce qu'on vient d'entendre en Pologne pour ce qui se passe en Catalogne. Bueno, en España, digamos que en 2005 se aprobó la ley de matrimonio igualitario, permitía a las personas homosexuales también casarse, hacerse pareja de hecho, o unión civil, y también la adopción. En Espagne, en 2005, ça a trouvé une loi qui permettait le mariage et l'union civile entre personnes du même sexe. Y a partir de 2009 y 2014, bueno, a partir del final del 2000, se hacen unas leyes, no sé si lo creo que sí, se hacen unas leyes administrativas a nivel local, a nivel de comunidad autónoma, que protegen a las personas de colectivo a nivel local y digamos, obligando a las administraciones a cumplir unos principios de protección y a sancionar en el caso de que se llegue a discriminar. Y a partir de estos à partir des années 2000, ils se sont approuvés des lois en Espagne qui permettaient à niveau local et à niveau administratif reconnaître et faire valoir les droits des personnes LGBT. Digamos que en España se divide en diferentes comunidades autónomas, cada una tiene su propia legislación. L'Espagne est divisée en différentes régions qui ont des différentes législations. Y se está intentando, hay una ley que está en el gobierno, que se tiene que aprobar todavía, que se intenta llevar a nivel estatal, a nivel nacional, esta protección de las personas LGTBI. Et en Espagne, à ce moment, il y a une loi qui doit être approuvée. Elle est encore en stand-by pour protéger et élever à niveau estatal les droits et priorités des LGBT. Je me dirige maintenant vers la Belgique. En France, on dit souvent que donc, la Belgique accorde beaucoup plus de droits aux personnes LGBTI. Et souvent, des personnes LGBTI en France, pour bénéficier de ces droits, traversent ce qui est la frontière, c'est parce qu'il n'y a plus de contrôle aujourd'hui entre les pays de l'espace Schengen. Peut-être que vous pouvez nous faire un petit point, un petit bilan sur ce qui est vraiment les droits des personnes LGBTI en Belgique. Peut-être que des fois, c'est pas très clair depuis la France. Des fois, on a l'impression qu'en fait, tout est permis, tout est autorisé. Et bien plus qu'en France, en tout cas. Mais est-ce que vous pouvez faire un point rapide sur réellement l'état des droits des personnes LGBTI en Belgique? Grand plaisir. Donc récapitulons, on a eu le PAX, l'union civile chez nous, fin des années 90, 2003 le mariage qui
vécu un débat en lequel n'avaient jamais vécu en Belgique. Il n'y a jamais eu autant de violence. Je sais qu'il y a pas mal de personnes finalement qui ont été à Paris pour certaines manifestations, etc. Tellement ça a été vraiment profondément, extrêmement choquant en Belgique. Pour revenir par rapport à la législation, donc 2003, le mariage, l'adoption n'a pas passé à ce moment-là parce qu'on avait peur que les catholiques et certains libéraux le bloquent, donc c'est pour ça que c'est passé 2 ans plus tard. Et là, à nouveau, les débats n'ont pas été aussi enflammés qu'en France. Il y a majoritairement les catholiques qui ont été contre, certains libéraux, mais sinon la majorité de la classe politique était plutôt pour à l'époque. Donc mariage-adoption, en 2007 il y a eu une loi anti-discrimination, donc on a 19 critères protégés maintenant, dont l'orientation sexuelle et l'identité de genre, qui permettent justement de pouvoir déposer des plaintes plus facilement et de voir en tout cas cet aspect protégé par la loi. 2012, c'est une autre date qui est importante. 2007, il y a la PMA aussi, donc 2007, il y a l'anti-discrimination et la PMA. Vous avez peut-être déjà entendu l'expression justement les vétalis, parce qu'il y a énormément de femmes, d'ailleurs célibataires ou en couple, qui passent la frontière. Je dirais pas qu'il y ait une forme de fierté au niveau belge, parce que pour nous, c'est des questions qui ne se posent pas et qui n'ont pas fait grand débat. Et donc, le fait de se dire que certaines personnes passent la frontière pour venir en Belgique, je pense que au mieux, ça serait une fierté, au pire, je pense que tout le monde s'en fiche, pour être honnête. Mais en tout cas, je pense qu'on est quand même relativement content de voir qu'on a avancé sur cette question-là et que ça peut bénéficier à d'autres personnes. C'est une bonne chose. En 2012, il y a un événement quand même dont je dois parler, parce que même si on voit que les lois avaient déjà avancé, en 2012, il y a eu l'assassinat d'Issam Jarfi. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà entendu parler. Donc un jeune homme d'une trentaine d'années qui a été assassiné à la sortie d'une boîte de nuit. Enfin, les hommes l'attendaient, une boîte de nuit d'ailleurs à 500 mètres du bureau dans lequel on travaille. Voilà, c'est un événement dont je dois parler parce qu'après évidemment ça a aussi eu un impact au niveau politique, au niveau de la loi. Donc comme je vous disais, les choses avaient avancé et on voit quand même qu'un jeune de 32 ans qui simplement est sorti avec ses amis en boîte de nuit fait prendre par 4 mecs qui attendaient devant à 4h du matin, qui l'ont torturé, qui l'ont emmené dans un champ. D'ailleurs, vraiment, mini parenthèse, mais son père, qui gère maintenant une fondation, dit toujours qu'Issa n'a pas été assassiné parce qu'il était homosexuel, parce que ses agresseurs étaient homophobes. Et je pense que c'est une phrase qu'on doit retenir et qu'on doit véhiculer quand on parle de personnes qui vont être emprisonnées, pénalisées, etc., en raison de leur homosexualité. Je pense qu'on peut essayer de voir les choses d'une autre manière. Bref, je reviens sur la législation. En 2012, évidemment, il se passe ça avec Nissan. Les politiques vont dire « Ah mais oui, mais on n'a pas fait assez de choses, etc. » Donc l'homophobie passe une circonstance aggravante. Et donc il y a eu un procès. Il y a deux des assassins qui ont été condamnés à la perpétuité et une autre personne à 30 ans. Et après, pour revenir ici plus proche de nous, en 2017, il y a eu énormément de travail justement sur les personnes trans, qui étaient quand même les grands oubliés des avancées qui avaient été réalisées en Belgique. Et donc au mois de juin 2018, il y a finalement une loi qui est passée qui facilite le changement d'enregistrement du sexe, comme ils le disent, le changement d'état civil. Donc avant, il y avait stérilisation, il y avait psychiatrisation, c'était extrêmement compliqué. Maintenant, c'est pas aussi facile qu'on l'aurait voulu, mais globalement, plus besoin de voir un psychiatre et possibilité d'aller simplement à la commune ou à la mairie si on était en France, de signer quelques papiers et de déclarer qu'on désire changer le M en F ou le F en M. Cette loi n'est pas parfaite, des associations qu'on soutient l'ont attaqué justement notamment par rapport au fait que c'est binaire. Donc on peut soit être M, soit être F, mais bon, pour toutes les personnes qui ont un genre fluide, ces personnes ne rentrent pas dans cette catégorie-là. On ne peut le faire qu'une fois. Bref, cette loi n'est pas parfaite, elle ne parle pas non plus des ados trans, mais en tout cas, c'est quand même une grande avancée de dire le fait qu'il n'y ait plus de médicalisation et plus de psychiatrisation. Donc voilà, après,
autorité, j'avance le mot. Donc GPA, pas de législation, donc en gros c'est pratiqué, c'est pas interdit, c'est pas autorisé, ça se fait. Et les grands oubliés, évidemment, maintenant c'est les personnes intersexes. Et donc là on est en train de travailler justement avec un travail de lobbying pour adopter une loi au niveau fédéral. Ça aurait qu'il y avait un mot, un commentaire sur les Pays-Bas. Non, j'ai réagi sur l'histoire de la PMA parce que c'est un des combats que nous menons en France. C'est une loi qui doit paraître, alors depuis notre précédent président de la République qui avait dit qu'il était favorable et que ça passerait avant la fin de son mandat, l'arrivée du nouveau président de la République qui dit qu'il est favorable, qui repousse au calendrier grec régulièrement, là ça devrait être discuté en conseil des ministres peut-être au mois de juillet, si les gilets jaunes ne les en empêchent pas. Donc la PMA chez nous est vraiment à l'heure actuelle le monstre du Loch Ness, le serpent de mer, ça revient. Alors c'est aussi, alors là par contre, je ne vais pas faire que des amis, c'est aussi un peu de notre faute. C'est vrai qu'après la loi pour le mariage pour tous, il y a eu en France une grande baisse dans les mouvements LGBT. Parce que c'est vrai que les garçons, il faut le dire, les gays, n'étaient pas tellement sensibilisés aux problèmes de la PMA. Et qu'il y a eu vraiment, et que en fait, ce phénomène de PMA se réveille maintenant, la lutte a repris. Pourquoi? Parce qu'il y a des risques de retour en arrière. À l'heure actuelle, la manif pour tous est pour nous encore très présente. Ils sont là. Madame Boutin est encore le drapeau en avant. Elle résiste malgré le temps. Mais c'est vrai que la PMA est encore pour nous un sujet de préoccupation. On n'arrive pas, on ne parle pas de la GPA à l'heure actuelle. L'adoption s'améliore un petit peu. Et sur les programmes trans, si Jérôme accepte cette discussion, je préférerais que Christine vienne nous parler un peu des problèmes trans en France, de ce qui reste à acquérir, parce que c'est notre spécialiste et moi je risque de dire des bêtises comme d'habitude. Donc si tu lui accordes 2-3 petites minutes pour qu'elle puisse nous en parler. Je voulais juste dire une chose en Pologne. Je trouve que c'est assez aberrant qu'on puisse associer LGBT avec zoophilie et pédophilie. Parce que pédophilie et zoophilie, les deux ne sont pas consentants. LGBT, je pense qu'ils sont consentants. Je tenais à le dire. Au niveau des trans, on emploie le mot trans, mais on m'entend? Au niveau des trans, il y a deux cas. Il y a les transgenres, personnes qui veulent simplement changer d'identité mais pas leur sexe, et les personnes transidentitaires qui font la démarche de changer d'identité et de sexe. La loi met où c'est quand même assez galère. Il faut être en France, il faut d'abord passer par un psychiatre, avoir un suivi, être accompagné d'une ou plusieurs personnes de la famille, sinon mais ça peut mettre de 6 mois à des années avant d'avoir la reconnaissance auprès du psychiatre. Après, à ce moment-là, on voit un endocrinologue qui prescrit le traitement. On est sur liste d'attente de minimum 3 ans pour récupérer. En tout, le parcours minimum dure 5 ans. Donc voilà, en France, il y a encore des progrès à faire. Merci. Donc on l'a vu lorsqu'il y a des débats pour des avancées sur les droits des personnes LGBTI, ça peut faire mal, ces débats, dans n'importe quel pays. Mais à l'opposé, justement, aussi, lorsque on essaie de faire passer des déclarations, des chartes, etc., ça peut aussi faire du bien à des personnes qui ne sont pas encore sûres d'elles, qui n'osent pas s'assumer pleinement. Et donc c'est ce que vous avez porté en Pologne, à Varsovie. Quels sont les points principaux sur lesquels vous vouliez appuyer à Varsovie, dans un pays qui, on l'a vu, a encore beaucoup de progrès à faire? Alors, la déclaration sont très importantes car si on a les hommes politiques qui utilisent l'attaque contre la communauté LGBT comme une stratégie électorale, comparaison
ce qui se passe. Pour combattre, pour lutter, pour prendre les mesures contre la propagande qui le gouvernement doit maintenant proposer à la société, qui n'est pas très bien éduquée. Ce que je veux dire, c'est que le niveau de conscience dans la société polonaise est vraiment bas. Pour la plupart de gens en Pologne, les personnes LGBT sont inconnues, sont quelque chose de bizarre. Ce sont ces gens qui vivent dans les grandes villes et portent leur conscience. C'est l'image qui est répandue en Pologne. Alors, les mesures qu'on va prendre à Varsovie pour le changer, c'est principalement l'éducation. C'est notre obligation maintenant, selon la déclaration de LGBT, d'introduire aux écoles à Varsovie l'éducation antidiscriminatoire, l'éducation sexuelle. Car non, malheureusement, les élèves en Pologne n'ont pas de leçons sur ces sujets. Ça a été éliminé par le gouvernement de droite. On n'existait pas dans le passé. Alors, la déclaration, c'est très concentré sur l'éducation, car nous sommes sûrs que ce sont les élèves, ce sont les jeunes qu'on va adresser pour changer la situation en futur. Mais pour améliorer la situation maintenant, il y a un tas de mesures qu'on va appliquer pour avoir le fait ici et maintenant. Pour commencer, on doit établir un système de rapporter les crimes de la haine, car la police qui est un pouvoir subordonné au ministre ne veut pas créer des statistiques correctes. C'est un problème pour les personnes LGBT+, de rapporter ces crimes aux polices qui est de temps en temps homophobe. Alors la police municipale, qui est une institution municipale, va être entraînée pour adresser cette situation et pour rapporter tous les crimes qui sont provoqués par la orientation sexuelle ou la identité de genre. L'autre chose qui est selon moi très importante, c'est d'établir c'est une institution qu'on appelle l'hôtel LGBT. C'est une institution qui va adresser le problème que spécialement les jeunes LGBT font face, parce que les personnes LGBT+ sont transparentes pour le système légal, pour le système juridique. Si une jeune personne LGBT est jetée de la maison par ses parents homophobes, ça passe en Pologne, ces personnes ne peuvent pas bénéficier d'un système de protection garanti, par exemple, pour les femmes qui sont les victimes de la violence domestique. Alors, il est nécessaire de créer un espace en Pologne où toutes les personnes LGBT qui ont un problème comme ça peuvent trouver aide, peuvent être supportées par le système social. Oui, car normalement, si on suit le chemin pour les autres personnes, ce n'est pas un critère qui est pris en compte. L'autre institution importante qu'on va créer à Varsovie, c'est le centre culturel, le centre pour la communauté LGBT+, pour achever au niveau des visibilités plus haut. Je suis sûr que grâce à cette centre, plus de personnes
peuvent voir que les personnes LGBT sont vraiment partout, qu'ils ne sont pas dangereux pour la société. Si tous les citoyens et citoyennes de la société peuvent bénéficier de centres comme ça, connaître les personnes LGBT mieux, on va juste changer la vie des personnes qui, pour cette raison, sont encore en Europe. Merci. L'avocate Gisèle Halimi défend la clause de l'européenne la plus favorisée. C'est ce qui permettrait, au cas où l'Union européenne fasse une législation qui a un impact sur la vie des femmes, de se baser sur la législation nationale qui est la plus favorable aux femmes. Et elle inclut aussi les droits des personnes LGBTI dans cette proposition. Est-ce que du coup, vu l'Espagne qui est peut-être un peu plus avancée par rapport à d'autres pays, est-ce que pour vous ça vous semble une bonne chose, alors que la clause par rapport à la législation même des communautés autonomes, parce qu'on a vu que c'était pas forcément la même. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qu'il faut porter au niveau européen, ou est-ce que c'est quelque chose qui regarde chaque État, voire chaque communauté autonome, chaque entité infra-nationale? Creo que debería tener de regularse a nivel supranacional, ¿no? Independiente si fuera europeo o internacional. No sé lo que quieres decir eso. Es decir, que no la protección solo se quede en el Estado nacional, sino que sea a nivel europeo y lo que ha comentado antes el abogado, que si se hace trabajo y se está trabajando desde Europa y tal, pero bueno, la aplicación es la que hay. A nivel español también la ley es maravillosa, pero luego no se aplica. Elle demandait si c'était vraiment ça qu'elle voulait savoir. Elle nous explique un peu que pour elle, l'idéal c'est une loi supranationale, même internationale, hors Union européenne, pour tout le monde. Mais qu'en Espagne, comme avait dit l'avocat William, c'est compliqué. Il y a des lois qui ne s'appliquent pas. Elles sont là, mais on ne les applique pas. O sea que todo es muy bonito sobre el papel, pero luego faltan recursos, falta voluntad de aplicación, y está el papel de las asociaciones, que son las que acaban presionando a los poderes políticos para que efectivamente se aplique. Et sur le papier, tout est joli, tout se passe bien, mais après, il y a le rôle des associations pour mener à bien tous ces projets et toutes ces choses qui ne sont pas vraiment appliquées pour les lois. Merci. On l'a vu, la Cour européenne des droits de l'homme a une importance pour la protection des droits des personnes LGBTI et même plus largement. Il faut savoir que cette Cour européenne des droits de l'homme est un peu en mauvaise santé actuellement depuis que la Russie a décidé plus ou moins s'en retirer et de ne plus financer la Cour européenne des droits de l'homme. Est-ce que, vu de Belgique, on se dit qu'il faudrait justement que tous les droits protégés par la Cour européenne des droits de l'homme soient vraiment repris par la Cour de justice de l'Union européenne, soient portés par l'Union européenne, au cas où, soyons pessimistes, si la Cour européenne des droits de l'homme venait à disparaître, on parle déjà de licenciement au sein de cette Cour. Est-ce que l'Union européenne doit reprendre le flambeau et en ce sens, est-ce qu'on doit aller plus vers la législation belge? C'est une très bonne question. Je ne peux pas répondre, je peux répondre par rapport à mon association, etc. Mais je pense que probablement personne ici ne voit pas exactement le même avis. C'est sûr que nous, à partir du moment où ça fait partie des politiques depuis quelques années et que c'est quelque chose vraiment qu'on considère comme un acquis, évidemment c'est acquis pour le moment, mais il faut quand même qu'on reste vigilant. Donc évidemment, la Belgique aimerait que ça soit porté au niveau européen. Maintenant, je pense aussi qu'on est face à, en Belgique, un phénomène un peu de greenwashing aussi,
voulais rebondir par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, où tu disais que les personnes LGBTI étaient instrumentalisées pendant les élections. Nous, c'est le cas également dans une moindre mesure, mais plutôt à l'inverse. Où maintenant, c'est plutôt mal vu en Belgique pendant les élections de tenir des discours qui sont homophobes, transphobes, etc. Et donc tous les partis vont dire ah mais oui, ça c'est génial. Et donc évidemment c'est excellent, mais après nous on se retrouve aussi face à des partis qui vont juste le dire pendant les campagnes parce que c'est mal vu d'être. Évidemment on n'est pas en train de s'en plaindre vraiment, mais c'est bref. Je vais dire quelque chose d'autre par rapport à ça. Oui, parce que voilà, par rapport à notre ministre des Affaires étrangères par exemple, qui va toujours défendre le droit des personnes LGBTI, il y a aussi un peu maintenant ce discours et on veut vraiment absolument s'en détacher, on n'est vraiment pas du tout dans cette démarche-là, d'homonationalisme. Je ne sais pas si c'est une notion avec laquelle vous êtes familière, qui a vu principalement, on en a parlé au tout début, beaucoup avec aux Pays-Bas. Donc en gros c'est la notion, c'est des personnes d'extrême droite en général qui vont utiliser, donc vraiment instrumentaliser les personnes LGBTI contre d'autres personnes, et en général c'est contre les musulmans. Et donc c'est dire aux Pays-Bas et en Belgique, on a vraiment ce discours-là qui ressort maintenant. En Belgique, depuis toujours, c'est comme si depuis l'Antiquité, depuis toujours, on adore les personnes LGBTI, elles sont protégées, elles sont à leur place. Et maintenant, on doit défendre toutes ces personnes-là face au migrant musulman qui va arriver et qui va vouloir casser tout notre monde. Et ça, c'est vraiment un discours qu'on trouve très, 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 très fort. Donc nous, on essaie toujours de dire que finalement, ok, la Belgique, elle a avancé sur ces questions-là, mais c'est relativement récent. Et à l'époque, parce qu'il y a des gens qui maintenant vont dire ah, il faut qu'on protège les pauvres LGBTI face aux méchants musulmans, on voit que ces personnes-là n'ont pas spécialement voté pour le mariage, pour l'adoption à l'époque. Donc c'est sûr qu'au niveau européen, on essaye toujours évidemment, on se réjouit du fait que les droits des personnes LGBTI vont être défendus, mais on veut faire attention aussi à ça et à pas toujours se dire genre la Belgique, historiquement, a fait mieux que tout le monde, et on va vous donner des leçons par rapport à ça. Dernière question avant de vous laisser la parole. Justement, c'était par rapport au demande d'asile, aux réfugiés. Il y a des pays tout proches de l'Union européenne qui persécutent les personnes LGBTI. Je pense dernièrement aux règles de policiers dans les boîtes gays à Kiev en Ukraine. Je pense aussi, encore plus grave, en Tchétchénie, où des personnes on appelle même aux familles à nettoyer l'honneur de leur famille par rapport aux personnes supposées LGBTI parmi eux. En Europe, dans l'Union européenne, on n'a pas encore exactement les mêmes critères pour les demandes d'asile, malgré un travail qui a commencé depuis déjà des décennies. Comment c'est perçu depuis la Pologne, où notamment on accueille beaucoup de réfugiés ukrainiens. Comment c'est perçu cet accueil de personnes réfugiées LGBTI? Juste pour clarifier un peu, Pologne n'a pas accueilli beaucoup de réfugiés ukrainiens. Ce sont les travailleurs qui vont parler. Alors, le problème en Pologne, alors, pour commencer, malheureusement, notre gouvernement de droite est également anti-réfugié que anti-LGBTI. On dit maintenant que les personnes LGBT sont devenues le niveau réfugié, le niveau immigré, car le gouvernement a utilisé cette rhétorique fortement anti-réfugiée a été utilisée il y a 4 ans. Grâce à cette rhétorique, ils ont gagné les élections parlementaires. Le risque, c'est que la rhétorique anti-LGBTI a été choisie par le gouvernement parce que leur stratégie était tellement effective. Mais il y a quelques aspects positifs. Par exemple, maintenant en Pologne, la communauté ukrainienne est vraiment active, est vraiment forte. Et les organisations LGBT polonaises, aussi les organisations qui participaient dans le procès de créer la déclaration de Varsovie, de
qui sont discriminés. Alors, il y a des sections ukrainiennes dans au moins 2 organisations que je connais. Alors, c'est vraiment quelque chose de positif. On voit que s'il y a le secteur ONG qui est ouvert, qui est créatif, on peut intégrer les personnes qui viennent vraiment rapidement. Alors, je pense que la situation des personnes d'Ukraine va s'améliorer car les Ukrainiens sont relativement bien acceptés dans la société polonaise. C'est pas la même chose si on pense de pays musulmans, par exemple la Tchétchénie. Dans les années, il y a longtemps, pendant la première guerre en Tchétchénie, Pologne a accueilli beaucoup de réfugiés de Tchétchénie, presque 40 000 je pense. Mais c'était avant le crise des réfugiés, c'était avant la propagande de l'extrême droite polonaise qui a vraiment réduit les niveaux de tolérance dans la société polonaise. Alors, malheureusement, j'ai l'impression que les personnes LGBTI qui viennent en Pologne et qui sont d'origine, qui sont réfugiés, je pense que ces personnes vont faire face à double discrimination, à double attaque. D'un côté, d'être une personne LGBTI qui de temps en temps ici en Pologne, et d'autre côté, d'être un réfugié d'un pays qui est culturellement différent en Pologne. J'ai l'impression que sur ce niveau-là, on a vraiment beaucoup plus à faire pour démontrer aux citoyens et citoyennes polonaises que ce sont les hommes et les femmes égales à nous, que ce sont des personnes qui peuvent être accueillies et qui ne sont pas en danger de la société polonaise. Merci à nos 3 intervenants. On va désormais passer aux questions. Juste un dernier petit point parce que ça nous intéresse, c'est pour ça qu'on avait un petit conciliabule avec Jean-René. On va nous demander à notre ami Pascal de l'autre cercle, parce qu'il y a un autre sujet qui peut être très intéressant dans la comparaison, et après on demandera l'avis à nos amis polonais, belges et espagnols. On a fait venir ici, et je vais laisser le temps à Jean-René d'aller jusqu'à l'ordinateur, ce qu'il fait avec célérité, parler un peu des problèmes LGBTI dans le monde du travail. Il ne faut pas oublier ce monde-là, parce qu'il y a la vie de tous les jours, mais il y a aussi le monde du travail, et votre cercle, qui est un de nos partenaires, fait un énorme travail sur ce sujet-là, et donc ils ont préparé un petit PowerPoint, et comme ça, on pourra faire un tour sur le monde du travail avant de passer aux questions, et on aura un état comparatif complet. Merci beaucoup. Déjà, merci de donner la parole et de m'avoir invité. Puis, merci pour l'organisation aussi de cette journée. C'était vraiment, tous les intervenants sont vraiment très intéressants. Donc, en tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Et la capitale de l'Occitanie, on le connaît, Perpignan. Voilà, c'est ça. On se dit qu'on a pas mal à s'inspirer des autres départements, en tout cas dans l'Occitanie. Donc, en ce qui concerne, moi, je vais vous faire une rapide présentation de l'univers de l'entreprise et des formes d'organisation du travail. C'est vrai que Jean-Loup m'avait demandé de faire une intervention sur le cadre législatif dans l'emploi. Donc je suis parti de là, mais vous allez voir, j'ai un petit peu dévié dans la présentation. Donc quand on a affaire à un public peut-être un petit peu moins averti que vous, ou quand on a affaire à des dirigeants d'entreprise, des DRH, ou même dans les administrations, on a souvent affaire à quelques résistances. Du coup, sur la prochaine slide, vous allez voir. Donc, dans ces résistances, on a la première, c'est justement, c'est la vie privée, ça n'a pas à être traité en entreprise. Vous pouvez faire des films. Effectivement, c'est pas un argument qui est retenable parce que c'est un argument qui va être utilisé seulement pour les personnes LGBT. Il faut savoir que tous, au niveau de la machine à café, dans les temps informels, on est amené à parler de ce qu'on a fait le week-end, de qui
et de ce qu'on a fait de ses congés, par exemple. Donc, la deuxième résistance, c'est qu'on va nous avancer, écoutez, non, on ne parle pas de sexualité en entreprise. Donc, effectivement, on ne va pas vous demander ce qui se passe dans votre chambre à coucher, pas d'inquiétude. Il va être, quand on va parler, par exemple, d'homosexualité ou de transidentité en entreprise, ça va être aussi parler plus largement de vie affective, de vie sentimentale, de conjugalité, de parentalité et de leur prise en compte dans les politiques RH et les politiques d'entreprise. Par exemple, si je souhaite affilier mon ou ma conjointe dans la mutuelle d'entreprise, est-ce que je peux le faire en toute confidentialité sans que ça procède au dévoilement de mon orientation sexuelle, entre autres, par exemple. Donc sur la prochaine slide, vous allez voir, il y a un état des lieux législatif. Donc rassurez-vous, je ne vais pas vous lire tout ce qu'il y a sur la slide. Ce qu'il faut retenir, grosso modo, c'est que depuis 2004, en fait, avec le label diversité, la charte des diversités, il y a une normalisation des pratiques, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 300 entreprises qui sont signataires de cette charte, ce qu'on appelle aussi, c'est la norme AFNOR. Et sur ces 300 entreprises, 9 sur 10 déclarent avoir une politique en faveur de la diversité. Donc on peut se dire, chouette, très très bien, on n'a plus rien à faire. Sauf que cette politique de diversité, c'est majoritairement sur 3 aspects. L'intergénérationnel sur les personnes seniors, le handicap et l'égalité homme-femme. Donc malheureusement, sur tout ce qui est problématique LGBT, on est un petit peu en retard. Et notamment, ce qu'on peut voir sur la prochaine slide, du coup, c'est que sur le terrain, on se rend compte que le vécu des personnes LGBT dans le monde du travail est un petit peu différent de ce que des avancées législatives. Il faut savoir qu'en France, on a entre 1 et 2 millions de salariés qui se cachent en entreprise, c'est-à-dire qui vont adopter des stratégies d'invisibilité pour ne pas qu'on sache leur orientation sexuelle ou s'ils sont en parcours de transition. Ces processus, ces mises en place de stratégies d'invisibilisation, elles sont faites par crainte d'être exclues ou discriminées. Et on peut notamment donner raison à cette crainte, parce que quand vous allez voir les chiffres sur la prochaine slide, au niveau de l'état des lieux des personnes, de ce qu'on peut retirer au niveau statistique, en tout cas de l'état des lieux de la situation des LGBT au travail, on a à peu près 20% des personnes LGBT qui ont été discriminées dans leur travail au cours de la vie. C'est assez énorme. 39% ont fait l'objet d'attitudes ou de commentaires négatifs au travail. 44% des personnes transidentitaires déclarent avoir été discriminées au moment de l'embauche. 35% dans leur cadre de travail au cours des 12 derniers mois. Donc c'est assez important. 13% des personnes LGBT ont été questionnées sur l'orientation sexuelle lors de l'entretien d'embauche. Il faut savoir que c'est illégal. Et ça se fait. 12% des personnes LGBT considèrent avoir été évincées d'une promotion. Il faut savoir que si on compare avec l'aspect égalité homme-femme, pour les femmes, souvent on parle de plafond de verre, et pour les personnes LGBT, on va parler de plafond rose, parce qu'on a les mêmes difficultés, un moment de progression que si en plus on est femmes LGBT, là on rentre vraiment dans les doubles discriminations. Bon, on va parler aussi un petit peu des hommes aussi. Il faut savoir qu'un homme homosexuel en moyenne gagne à peu près 6% de moins qu'un homme hétérosexuel à cause des les chiffres sont vraiment parlants. Et du coup, ça me permet de faire la transition pour vous parler quel est le rôle de l'autre cercle, de l'association que je représente aujourd'hui, par rapport à ces questions-là. Donc il faut savoir que l'autre cercle, c'est une association qui a à peu près une vingtaine d'années et qui œuvre pour un monde professionnel épanouissant, inclusif et respectueux des personnes dans toute leur diversité, quelle que soit leur orientation sexuelle ou identité de genre. Donc on a 3 piliers principaux. Ça va être observer et attester de la situation des personnes LGBT dans le monde du travail.
et accompagner et fédérer, engager les acteurs du monde du travail et les membres de votre cercle aussi. Donc il faut savoir, même si on est 350, on est une association de bénévoles, donc on fait avec différentes valeurs, dans le pragmatisme, en disant voilà, on occupe chacun maintenant, on fait au mieux avec le temps et les moyens qu'on a aussi. Donc notre objectif, que vous pouvez voir sur la prochaine slide, ça va être, vous pouvez faire tout défiler jusqu'au bout, du coup, ça va être justement d'accompagner les entreprises et toutes les organisations du travail vers une valorisation de la diversité et une promotion de l'inclusion. Donc c'est vrai qu'on va avoir des difficultés à entrer en contact avec les formes d'organisation qui sont plutôt au niveau 1 de leur maturation, qui discriminent ou qui harcèlent, parce que c'est difficile de discuter avec des personnes qui ne vous considèrent pas. Mais si on est plutôt dans une politique d'entreprise où il n'y a aucune action, où il n'y a pas de visibilité, là on peut commencer à entrer en contact et à discuter pour mettre en place notamment une signature de charte ou des actions de sensibilisation des managers, des RH, voilà, qui est visibilité. Alors, moi, ce que j'aimerais que vous reteniez de mon intervention, en conclusion, c'est que les LGBT-phobies existent en entreprise, sous plein de formes différentes. Quand je vais allier les statistiques, ça va de l'embauche à la promotion, aux mobilités, par exemple, pour les organisations internationales. Si on vous propose, je ne sais pas, une mobilité en Tchétchénie, comme on en a parlé, si vous êtes LGBT, vous allez peut-être vous poser la question à 2 fois avant d'accepter un poste. Voilà. Donc, il faut savoir que c'est un sujet qui concerne les organisations de travail, les entreprises ou même les administrations publiques, dans son ensemble, qu'on soit simple agent, manager, RH ou représentant syndical ou délégué du personnel. Que vraiment l'objectif, c'est pas de donner des privilèges aux personnes LGBT, mais c'est de tendre vers une égalité dans son ensemble. Et vraiment, l'enjeu, c'est le bien-être au travail de l'ensemble des salariés et des agents, leur possible visibilité, la performance de l'entreprise. Pourquoi je dis performance? C'est parce que toute l'énergie que vous n'avez pas utilisée à vous cacher, vous pouvez la mettre à justement faire votre travail de la meilleure façon possible. Et en fait, tous les chiffres que je vous ai donnés, toute l'information que je vous ai communiquée aujourd'hui, si c'est un sujet qui vous intéresse, enfin, c'est pas des chiffres que j'ai inventés moi dans mon petit coin, c'est des chiffres qui sont ici différentes publications que vous pouvez aller creuser. Donc vous avez le livre blanc de l'autre cercle qui est paru en 2014. Plus récemment, mon employeur fait son coming out, ou d'autres outils qu'on a créés, par exemple un guide qui est issu de la région PACA, donc de l'autre côté de l'Occitanie, sur les bonnes pratiques pour les DRH et les managers. Voilà. Et puis d'autres, vous avez des sondages IFOP sur l'état des lieux, la situation des LGBT en France qui est paru en 2018, donc quand même des choses qui sont assez récentes. Voilà. Et du coup, voilà, pour finir, vous avez mon adresse mail et mon téléphone si jamais vous voulez me contacter pour suivre les échanges. Merci pour votre écoute. Une chose, merci pour cette présentation. Les recherches sociologiques qui ont été conduites en Pologne ont démontré la même chose, que les personnes LGBT+, qui sont cachées dans son lieu de travail, sont bien moins efficaces que les autres. En Pologne, moins que 20% de personnes LGBT sont ouvertes dans leur entreprise, dans leur lieu de travail. Alors, dans notre déclaration, on a déclaré qu'on va coopérer avec le réseau dans les entreprises privées qui ont comme but limiter la discrimination de personnes LGBT, qu'on va aussi signer la charte de diversité dans la mairie de Varsovie qui emploie plus de 25 000 personnes. Alors, c'est beaucoup de personnes LGBT qui travaillent là-bas. Ce qui est aussi important, c'est qu'il y a une différence énorme entre les entreprises
je suis d'accord, totalement d'accord que c'est vraiment important pour les personnes LGBT de pouvoir être ouvert librement de leur orientation sexuelle dans le contexte professionnel. Tous les sociologues sont d'accord que c'est vraiment un contexte très important. Si yo quisiera comentar una anécdota en relación con el tema del trabajo, Et je voulais aussi nous raconter une anecdote sur le monde du travail. porque yo al terminar la carrera empecé a trabajar en notaría. Il a commencé, quand il a fini ses études à l'université, il a commencé à travailler chez un notaire. Eran, bueno, típico, eran muy estirados y cruces por todos lados. C'était un peu snob. Y daba un poco de miedo, la verdad. Sí, sí, sí. Et elle avait quand même un peu peur. No por nada, sino porque tenía miedo que me preguntaran por mi pareja. Y realmente dices... Elle avait peur qu'il lui pose des questions sur son orientation, son couple, sa compagne. Y es una tontería porque en España, pues bueno, hay asociaciones de empresas que son agrupaciones que intentan llevar a nivel empresarial todo el tema de igualdad legal en el trabajo. Et en Espagne, il existe des entreprises qui essaient de mettre en œuvre toute l'égalité dans le monde du travail. Hay despachos de abogados y notarías friendly. Il y a des notaires et des cabinets d'avocats friendly. Y en la legislación estatal del Estatuto de los Trabajadores y de la legislación laboral se protege el tema de la discriminación, está prohibida la discriminación de trabajadores por ser orientación o identidad de género. Et dans la législation du travail, c'est écrit, on le voit exprès, que la discrimination contre les personnes LGBT ou pour l'orientation sexuelle, etc., est interdite. Además de las leyes que hay de protección y del crecimiento laboral, que hay un crecimiento muy rápido, que es la protección de derechos fundamentales, como en estos casos. Et il y a une procédure très rapide dans ces cas-là, et c'est quand même étonnant. Pero bueno, aún así da miedo. Y a mí me dio miedo y sé que hay mucha gente que, pues, yo soy abogada de cliente, pues, dicen, no le digo nada de mi orientación. No vaya a ser que se me vaya, que a mí me interesa tener cliente. Et malgré tous les dispositifs qu'il y a en Espagne, toute la législation du travail, etc., elle a peur de dire parfois à son client son orientation. Y por eso que esto es bonito, pero también a veces es muy difícil tener pruebas para ir a denunciar. O esa persona, ¿por qué me ha despedido? ¿Cuál es el motivo? ¿Se ha enterado de mi orientación sexual? Despido. ¿Por qué? ¿Qué prueba tienes? Ninguna. Te ponen una excusa y adiós. Que aquí tienes el finiquito de tu casa. Que c'est très compliqué aussi de prouver à niveau légal qu'elle a été licenciée, qu'elle a été licenciée à cause de son orientation sexuelle ou d'autres, parce que c'est très difficile à trouver des preuves vraiment pour qu'elle puisse montrer Y sobre todo las personas trans, personas que pues, lo tienen mucho más complicado, sobre todo el cambio de la tarjeta, el DNI. En España hay una normativa que ahora se ha suavizado, pero exigía que se normalización. Bueno, es muy complicado cambiarse el DNI. Se ha suavizado, pero sigue siendo difícil. Et c'est surtout compliqué pour les personnes trans, surtout que c'est très compliqué de changer les sexes entre guillemets dans la carte d'identité. Por lo tanto, muchas veces hay un paro del 43%, 44% de personas transexuales porque son directamente, es que a la entrevista de trabajo se quedan ahí. Et le chômage est très élevé dans les secteurs, dans les personnes transsexuelles à cause de ça, parce qu'elles ne passent pas les entretiens, parce qu'on voit dans sa carte d'identité. Y por lo tanto, determino básicamente que estamos en un país, España, es muy abierto, hay muchas leyes que protegen a las personas LGTBI de forma transversal, es muy importante, pero a veces en la práctica cuesta probar cosas. Y es simplemente eso, que evidentemente en Polonia pues será mucho peor, está claro que es mucho peor, pero que a veces también cuesta arrancar a veces porque hay de todo. Et pour finaliser, l'Espagne est un pays libre et qu'il y a plein de lois qui protègent
Merci à tous nos intervenants. On a le temps de prendre quelques questions. Plus vous êtes rapide pour poser vos questions et plus nombreuses elles seront. Donc il y a un micro qui va circuler. Oui, bonjour, merci beaucoup pour la qualité de toutes vos interventions. J'ai deux questions. L'une à l'égard de vous, Monsieur Perret. J'ai cru comprendre que la Russie avait quelque chose à voir avec le financement de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc j'ai besoin d'un éclaircissement là-dessus parce que je ne comprends rien du tout. Ça, c'est un premier point. Et deuxièmement, c'est à l'égard de notre invité polonais, je voulais savoir si les mouvements LGBT en Pologne s'étaient rapprochés des mouvements de libération des femmes. Parce que historiquement, les deux luttes sont liées et que quand on travaille sur les stéréotypes de genre et sur l'égalité homme-femme, on travaille évidemment aussi sur les droits des LGBT. Merci. Moi, c'était par rapport aux chiffres. On sait qu'en France, il y a une augmentation de 15% des actes, des agressions homophobes. On estime qu'il y a au moins une agression tous les 3 jours. Donc, je voulais connaître les chiffres, moi, en Pologne, s'il y avait des chiffres sur les agressions LGBT. On va commencer par répondre aux questions très rapidement. En fait, donc, les pays ont signé la Convention européenne des droits de l'homme, dont la Russie. Et pour que ça vive et que ce ne soit pas juste un texte de code, donc il y a cette Convention européenne des droits de l'homme et d'autres instances, il y a le Conseil de l'Europe, il y a l'Assemblée parlementaire, et tout ça, ça coûte de l'argent. Et donc chacun contribue en fonction de son PIB, dont la Russie. Sauf que. Elle ne fait pas partie de l'Union européenne. La Cour européenne des droits de l'homme, en fait, ce n'est pas l'Union européenne. C'est en théorie. Et donc, chaque pays de l'Union européenne, pour être dans l'Union européenne, doit signer la Convention. Par contre, d'autres pays, comme la Turquie ou la Russie, font partie de cette assemblée parlementaire. C'est la différence avec la Cour de justice de l'Union européenne. C'est ça, vous voyez comme ça, on a beaucoup de choses à apprendre sur l'Europe. Et la Russie a décidé de ne plus envoyer de représentants à l'Assemblée parlementaire de cette convention. Et donc, beaucoup de ne plus financer. Et vu que son PIB est plus important que d'autres pays, ça met mal un peu cette institution et elle est en grande difficulté. On en saura plus dans quelques mois après les élections européennes. Et notamment, ce sera la France qui présidera, qui aura la présidence de tout ça. Donc, on pourra voir ce qu'il en est. J'ai été un peu catastrophiste pour poser un peu les mots, c'est un peu d'intervenant. Mais en effet, cette institution est en danger. Pour répondre à la question de Madame, oui, heureusement, les organisations LGBT qui sont bien réparties en Pologne sont alliées avec les organisations qui luttent pour le droit des femmes. C'est aussi une lutte qui est vraiment difficile en Pologne, car probablement, si vous ne savez pas, la Pologne, par exemple, a la législation sur l'allongement le plus strict en Europe maintenant. Alors, la coopération est vraiment visible. Ce qu'on ne peut pas voir, c'est la volonté des politiciens de changer le cadre dans lequel nous nous trouvons maintenant. Heureusement, les organisations sont bien établies, sont actives et je pense que nos organisations vont se développer, car l'engagement de la société civile est vraiment chaque année. Ici, on parle d'exemples de l'agression, de la crime contre les personnes LGBT+ en Pologne. Et un problème, c'est un problème complexe, car on pense que probablement jusqu'à 90% des crimes et d'agressions ne sont pas rapportés. Mais on voit l'augmentation des crimes, de la haine, pas seulement des crimes homophobes, mais en général on voit la tendance qui est vraiment dangereuse. On voit que ça devient pire et pire chaque année. Le problème, c'est qu'on voit que le procureur
pense pas que les crimes contre l'orientation sexuelle, contre la religion, un autre critère discriminatoire, oui, l'autre critère qui sont la base de ce type de crimes et d'agressions sont quelque chose de sérieux. On voit que par exemple, les personnes qui sont jugées par ces crimes reçoivent le verdict finalement faible en comparaison avec les autres types de crimes. Alors, je pense que si on voit les statistiques, c'est vraiment, on doit signer la date, car on voit que la tendance est la même que dans les autres pays que ça s'influence. La réponse de l'État n'est pas. D'autres questions? Oui. Merci pour la qualité de vos interventions et la diversité. Vous nous avez fait prendre conscience que la situation est loin d'être simple, ni réglée, même si certains endroits sont plus en avance que d'autres. Par rapport à cette rencontre, la question que je voudrais poser, vous semble-t-il aujourd'hui envisageable que, indépendamment de nos actions spécifiques dans les secteurs qui sont les nôtres, est-ce que nous pouvons envisager à certains moments des interventions communes auprès de la Cour européenne, notamment des droits de l'homme? Et est-ce que nous pouvons explorer la manière, même s'il y a une diversité de nos représentants dans les pays respectifs, de nos représentants politiques, n'est-il pas possible d'envisager, y compris de façon conjuguée, ensemble, de faire pression auprès de ces personnes, parce que les propos que vous nous avez rapportés sont absolument indignes aujourd'hui de gens représentant leur peuple. Parce que qualifier, comme ils ont pu qualifier les personnes homosexuelles, ce n'est pas tenir compte, qu'il s'agit de personnes, et ce n'est pas tenir compte du fait que l'homophobie est extrêmement destructrice des êtres qui vivent ces discriminations, et destructrice, y compris de la production, dans le travail, destructrice de la relation humaine, et ce n'est pas pensable que des gens normalement constitués, y compris dans leur diversité politique, puissent accréditer les comportements qu'ils peuvent avoir. Voilà, je vous remercie. Mais la question, est-ce que ça vous paraît envisageable? Parce que nous faisons les uns et les autres dans nos secteurs respectifs tous nos efforts pour faire reculer la discrimination, mais en s'y mettant un peu plus ensemble, les diverses associations et dans les divers pays, peut-être que ça amènera à se poser des questions au niveau des... Merci beaucoup pour la question. On va prendre une dernière question tout au fond là-bas. J'avais une question, mais plutôt qui concernait les adolescents. En fait, je me pose la question, est-ce que les adolescents voyaient une évolution positive dans le fait d'accepter les différences? Et est-ce que les adolescents étaient engagés maintenant? Est-ce que certains sont engagés dans les différents pays pour permettre en fait cette acceptation au niveau de la société, que ce soit plus facile? Voilà, c'était ma question. Merci beaucoup. J'ai quelqu'un de moi qui a très envie de vous répondre. D'abord, oui, je vais répondre à Jean-Claude. C'est tout l'objet de ce colloque qu'on a organisé aujourd'hui. Et du reste, je vous invite à patienter encore un petit peu parce que nous allons signer avec les Polonais, les Belges et les Espagnols un appel de Perpignan avec des engagements et des appels aux fédérations nationales pour qu'elles s'engagent à nos côtés. Et au départ, je voulais créer un espèce de jumelage interassociatif. On m'a dit que juridiquement, ça ne pouvait pas exister à l'heure actuelle. Donc c'est pour ça qu'on a lancé l'appel de Perpignan qui va être signé dans nos 4 langues. Et donc tout de suite, là, avant de boire le verre de l'amitié, parce qu'effectivement, c'est ce qu'on voudrait
mouvement européen et la Maison de l'Europe en se disant il faut bien que ça démarre quelque part, donc autant que ça soit ici. Et je pense qu'à juste avant les élections européennes, c'était important, et ça sera à vous de nous pousser, associations, à continuer ce partenariat qui, pour ma part, je pense, est particulièrement important. Pour la question des adolescents, effectivement, les adolescents, alors dans nos associations, jusqu'à présent, on n'avait pas le droit d'accueillir de mineurs. La loi a changé, donc on peut en accueillir s'ils veulent venir, il n'y a plus de restrictions quant à l'âge, et un mineur peut même, sous certaines conditions, faire partie du conseil d'administration de l'association. Donc en France, ça a beaucoup évolué. Par contre, ce qu'on a de plus en plus, c'est des parents qui accompagnent leurs enfants dans des problèmes d'identité sexuelle. On en a, je peux vous dire ici, Christine est partie parce qu'elle avait d'autres obligations, mais on a une permanence le vendredi, tous les vendredis, systématiquement, on a des entretiens, elle fait de l'accompagnement, elle les suit, mais on a de plus en plus de parents qui participent. Et c'est ça qui est important. C'est que moi, avant-hier, je vais vous raconter une anecdote, j'ai eu une maman qui m'a téléphoné en me disant « Écoutez, je suis perdu, mon docteur me dit que c'est pas une maladie, mais qu'il ne sait pas comment faire. J'ai vu une psychologue qui avait l'air de descendre de la lune, mais moi, la semaine dernière, c'était les 13 ans de mon fils, et il m'a demandé d'avoir des vêtements de fille. Et je suis allé avec lui au magasin, et j'ai jamais vu un gamin aussi heureux. Il avait des lumières dans les yeux, mais qu'elle nous appelle, alors que le gamin puisse réaliser ça avec ses parents, c'est vachement bien. En plus qu'elle nous appelle parce qu'elle veut l'accompagner, je trouve ça merveilleux. Alors effectivement, là, il y a une évolution que nous, on ressent ici à Perpignan, depuis le début de l'année et même déjà l'an dernier, qui est très important. Je vous dis actuellement, on doit avoir près d'une dizaine de gamins avec les parents dont on réalise en partie l'accompagnement. Et ça, je pense que c'est particulièrement important. Ça, c'est une lueur d'espoir. Et puis bon, Marie-Pierre pourrait témoigner sur les interventions du milieu scolaire. Alors il nous manque effectivement à LGBT une tranche d'âge, mais je crois que c'est un peu partout pareil. C'est la tranche d'âge des étudiants. On a un petit peu de mal. On a une grosse université à Perpignan de 2000 étudiants. On n'a pas un seul adhérent de l'université, à part qu'il n'y a pas de LGBT à la fac. D'accord? Bon, sauf Jean-René, c'est une exception qui confirme la règle. Mais à croire qu'on a du mal. Alors maintenant, on a un étudiant. Un vieil étudiant, mais un étudiant tout de même. Mais, parce qu'il a adhéré hier. Donc je vous invite à le faire, pour une adhésion. Mais non, c'est l'espoir. Ça, par contre, au niveau des enfants et des adolescents, on ressent vraiment une nette évolution et une avancée de ce côté-là. C'est ce qui nous permet d'avoir l'espoir. Je crois que c'est ça qui est important. Pour répondre sur la question de M. Oui, c'est absolument acceptable ce qui se passe maintenant dans la plupart des pays. Des choses inimaginables il y a 20 ans ont lieu maintenant. Vous voyez, je suis fier, je suis libre, je veux protéger ma dignité et je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur, c'est très important de vraiment lutter contre ce langage raciste qui est apparu dans notre débat public. Alors, c'est fantastique de savoir s'il y a plus de personnes qui pensent que c'est aussi inacceptable qui vont faire la même chose en France, partout au monde. Alors, il y a une association qui n'est pas là. Nous avons Marek, qui est élu de la ville de Varsovie, mais il y a une association polonaise qui ne pouvait pas être là pour signer la charte, qui l'a signée. On a sa signature déjà donc, sur l'exemplaire, parce que le président avait du mal à se déplacer. Mais donc, Milena, vous nous présentez tout de même cette association polonaise. Peut-être que Marek après pourra en dire quelques mots, sinon on fait un petit peu. Voilà, et après on passera à la signature de l'appel de Perpignan. Je pense que c'est quelque chose qui est très important. On vous le fera passer, rassurez-vous. Vous connaissez mes mails innombrables et donc les adhérents des LGBT l'auront fatalement en copie. Et puis on va partager les verres de l'amitié, comme on sait si bien dire. Les LGBT aiment les verres de l'amitié, c'est connu. Alors moi je suis mandatée pour présenter l'association Stonewall Compa de Poznań, qui est signataire de l'appel de Perpignan. C'est une association qui a été créée en 2013 et c'est Agnieszka Franczak
qui est mandatrice pour la signature, pour signer cet appel. L'association est très active, l'une des plus actives en Pologne. C'est la seule qui organise Gay Pride dans plusieurs villes en Pologne, néanmoins à Poznań, la Gay Pride elle a pris la forme de semaine arc-en-ciel qui est très intense, avec beaucoup d'événements aussi bien culturels que des rencontres, des débats, des animations de rue, des festivals de films, des concerts. C'est vraiment unique en Pologne. C'est une association aussi qui vient de créer, ça va être ouvert à partir de la semaine prochaine, une permanence pour les personnes appartenant à la communauté LGBT d'origine ukrainienne, où ils auront un accueil dans leur langue maternelle, où ils pourront se rencontrer. C'est une association également qui accompagne aussi bien les jeunes personnes en cherchant un soutien que des familles qui cherchent aussi un accompagnement. Voilà l'exemple de Jean-Loup tout à l'heure explique bien un peu la diversité de l'action de cette association, voilà, qui est très très engagée, qui nous a promis que la prochaine fois qu'on va se rencontrer, il sera présente. La représentante, elle est, pour son excuse, peut-être en Pologne, voilà, comme je dis, elle participe à un séminaire justement international à Varsovie, c'est pour ça qu'elle ne pouvait pas venir, qui se tient justement ce week-end concernant l'accompagnement des personnes LGBT dans l'Europe. Voilà, c'est un séminaire très très important qui va porter sur 2 années de coopération. Alors elle s'excuse, alors je m'excuse, l'excuse est portée par moi en ce moment, et voilà, c'est ce que je peux vous dire. Ils sont très très engagés, très ouverts aussi à cette initiative que nous avons eue de nous réunir tous, aussi bien avec l'Arc-en-Ciel, avec Casa Lambda de Barcelone, et le témoignage de Marek Scholz, voilà, qui bien sûr qui soutient les associations, mais voilà, sa position est un peu différente. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire au sujet de l'association. Et juste une chose, on a réussi même d'avoir la signature. Agnieszka, elle a signé hier la charte à Varsovie, et nos amis nous ont envoyé voilà, le scan, et alors elle est déjà signée par Stonewall Group de Poznań. Je voudrais remercier Stonewall, c'est une organisation vraiment très active. C'est un exemple que c'est vraiment très important de parler et d'être actif dans le domaine des droits des personnes LGBT+, dans chaque ville, dans chaque campagne. C'est très simple d'être pro-LGBT dans le capital. C'est très simple de lutter pour le droit des personnes LGBT à Londres, à Paris, à Varsovie. Mais ce sont les hommes et les femmes qui ont fait des choses fantastiques dans une ville qui est plus petite, qui est devenue la capitale LGBT+ de Pologne, car c'est vraiment ce qui se passe en Poznań, c'est vraiment plus arc-en-ciel que ce qui se passe à Varsovie. Je remercie beaucoup pour leur activité. Oui, abonnez à Facebook, ils font des choses fantastiques. Bon, merci beaucoup, merci à tous. Ce que je vais demander maintenant, c'est à Tom
et à l'identité de genre, de lutte pour l'égalité des droits des personnes LGBT+, de sensibilisation et d'information quant aux problématiques LGBT+, d'écoute et de prise en compte des personnes en questionnement sur leur orientation sexuelle et ou identité de genre, de création des liens sociaux entre personnes LGBT+, ou sympathisantes, réaffirmant les droits et libertés issus des articles 10 et 19 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatif à la lutte contre la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, du traité d'Amsterdam de 1999 ratifiant ces dispositions, de l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne adoptée par le traité de Lisbonne et entrée en vigueur le 1er décembre 2009, consacrant l'interdiction de toute discrimination liée à l'orientation sexuelle. Constatant que ces droits et libertés sont interprétés et appliqués de manière différenciée entre les différents États membres de l'Union européenne, à savoir que le mariage homosexuel est reconnu dans 14 États et l'union civile est légalisée dans 18 États. L'adoption parentale est légalisée dans 13 États. La procréation médicalement assistée et la gestation pour autrui pour les personnes LGBT+, sont autorisées suivant certains critères ou interdites. Les personnes en questionnement sur leur orientation sexuelle et ou identité de genre sont diversement prises en compte. La répression des actes LGBT+ forts est illégale. S'engagent à défendre dans leurs États respectifs la mise en application des lois et traités européens déjà applicables, promouvoir auprès des associations et fédérations LGBT+, la mise en place d'un discours commun par la création d'une structure européenne commune afin de permettre l'échange des problématiques, le soutien des associations locales, la progression et l'harmonisation des droits européens. Interpeller les parlementaires européens sur ces thématiques, interpeller les élus et les élus locaux et nationaux afin de leur faire respecter les engagements européens faits à Perpignan le 27 avril 2019.
Et on va peut-être arrêter la caméra.